Ben dis donc, j'ai lu le rapport Duclerc dernièrement là, c'est chaud. Tu t'es farci un rapport de 992 pages. Non, enfin, j'ai lu un résumé, mais... Enfin, c'est chaud quoi. Et donc t'as retenu quoi de ce rapport que tu n'as pas lu? Ben c'est à propos du Rwanda, les responsabilités de la France, elles sont lourdes et accablantes. Ouais, alors ça je le savais, c'était le titre de l'article du Monde, mais au-delà de ça, Je savais pas que la France pouvait être complice d'un génocide, j'avoue, ça me fait regarder mon pays différemment. Je t'avoue, je suis un peu dégoûté. mais tu sais que le rapport dit qu'il n'y a pas de complicité, justement. Non mais il le dit peut-être pas comme ça, mais... Bah ouais, mais s'il le dit pas comme ça, c'est peut-être qu'il faut pas le dire comme ça. Donc toi tu penses que la France n'est pas complice? Bon, tu sais quoi? Petite mise au point sur le rôle de la France au Rwanda. Comme tu le sais, lorsque le Rwanda a été attaqué par le Front patriotique rwandais en octobre 90, le président Habyarimana a appelé la France pour voler à son secours, et François Mitterrand a accepté. C'est ce qu'on appelle l'opération Norrois. Cependant, les Français ne vont pas tarder à s'en rendre compte. Cette intervention s'est avérée être une sorte de guêpier. Et ça, ils l'avaient pas trop vu venir, enfin pas à ce point. Alors pourquoi on s'y attendait pas trop? Il faut dire que les Français, comme les Belges d'ailleurs, ne se sont jamais vraiment intéressés au Rwanda. Et pourquoi ça? Ils s'en fichent des pays africains? Non, on s'en fichait pas. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était le Congo. Beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd d'enjeux, beaucoup plus riche de son sol et de son sous-sol, beaucoup plus stressant, beaucoup plus exaltant. Ce qui nous tétanisait, ce n'est pas un effondrement du Rwanda, mais plutôt un effondrement du Congo. Donc pour eux le Rwanda, aucun enjeu. Bah, à première vue, non. Il n'y a pas d'enjeu particulier au Rwanda. Mais il y a quand même un intérêt à tenir la région dans la stabilité. Le Congo est un pays fragile, qui verse dans une gabegie financière et un chaos administratif déprimant. Or, un pays fragile est forcément très sensible à ce qui se passe dans les pays voisins. Le Rwanda pourrait être la mèche qui fait exploser le Congo. Et non seulement il pourrait l'être, mais il le sera. On entend souvent cet argument de la stabilité. Nous devons intervenir en Afrique pour la stabilité de la région. Ce mot est considéré avec sarcasme par ceux qui regardent la situation de loin à la lumière de leurs idées toutes faites. Croyez-le ou non, dans le monde africain, la stabilité est un mot qui a du sens. La stabilité, c'est ce qui aurait permis, par exemple, d'éviter le désastre congolais de 1996, qui reste le conflit le plus meurtrier des 50 dernières années dans le monde. Et justement, la France faisait partie des puissances stabilisatrices qui était en mesure d'éviter ce cataclysme. Son rôle de stabilisateur, qui l'avait poussé à intervenir au Congo en 1978, n'était plus possible après le génocide rwandais. Discréditée sur la scène internationale, retirée de l'Afrique des Grands Lacs, elle n'a eu d'autre choix que de regarder la suite dans l'impuissance. Cela ne justifie pas en soi l'opération Norrois, évidemment, mais au moins, en voyant les choses comme ça, on comprend mieux en quoi la France est apparue comme un pays utile pour la région. Lorsque les dictateurs aux abois, comme Mobutu ou Habyarimana, font appel à sa puissance, ce n'est pas qu'une conspiration entre personnes mal intentionnées. Tous savent très bien à quel point l'Afrique est pleine de prévaricateurs, de tortionnaires et de contrebandiers. Ces chefs d'État sont assis sur des tas de poudre, et la paix ne tient souvent qu'à un cheveu. Une fois la France partie, tout était prêt pour la conflagration continentale, qui est survenue en 1996. Mais les gens, bien souvent, n'ont tout simplement jamais pris connaissance de ces événements. La Grande Guerre du Congo, dont on parlera dans la prochaine vidéo, fit autant de vacarme en Afrique qu'elle ne fit de silence en Europe. Bref, de façon générale, nous, le mieux qu'on puisse souhaiter pour la région, c'est la stabilité. Dans cette optique, le régime de Habyarimana présentait des qualités que la France voulait garder. Voilà, donc on avait une raison objective de soutenir le Rwanda. Ouais, enfin c'est un peu du blabla ton truc. Le rapport Duclerc est moins langue de bois que toi, hein. Regarde, j'ai noté... Les responsabilités françaises concourent à couvrir un génocide en accordant un soutien militaire et politique à un régime raciste. Au moins c'est clair. Le rapport dit ça. C'est écrit. Mais je vais te dire, le rapport, il n'a pas été écrit par des historiens spécialistes du Rwanda. Si c'était le cas, ils se rendraient bien compte que cette affirmation est anachronique. Réfléchis, le régime dont on parle est en place depuis quand? Habyarimana est au pouvoir depuis 1973. Depuis 1973. L'opération Norrois, c'est en 90. A-t-il déjà fait un génocide entre 73 et 90? Non. A-t-il déjà tenté de faire un génocide? Non, mais... A-t-il eu recours à la moindre violence contre les Tutsis? La vérité m'oblige à te répondre non, mais il a quand même fait des quotas ethniques.
Il a fait des quotas régionaux et ethniques qui ont mis les Tutsis dans une position plus avantageuse qu'avant. Les Tutsis n'étaient plus du tout exclus de la société, ils avaient un certain nombre de droits. Et Habyarimana ne faisait jamais de discours ouvertement racistes à leur endroit, ni même de discours raciaux. Alors certes, il ne revenait pas forcément sur les acquis de la Révolution de 59, il ne voulait pas jeter plus d'huile sur le feu. Il ne racialisait pas le discours d'État, il ne le rendait pas plus violent. D'ailleurs, j'irais même plus loin, tu peux ne pas aimer le dictateur Habyarimana, mais il faut reconnaître que c'était quelqu'un qui, économiquement, a réussi à stabiliser le pays, 2, sous sa dictature, les Tutsis pouvaient entrer dans le secteur privé où beaucoup ont pu monter des entreprises florissantes. 3, il n'a jamais envahi un pays voisin, contrairement à une personne que je ne nommerai pas, qu'il a fait à répétition. Et 4, c'est quelqu'un qui avait des relations très cordiales avec nous, avec les démocraties européennes et avec les organisations humanitaires, qui à l'époque l'adoraient. Bref, tu peux critiquer ce régime, mais il est absurde, je dis bien absurde, de parler de régime raciste. Il est aussi absurde de parler de nazisme tropical, comme le fait Jean-Pierre Chrétien. C'est tout le contraire, c'est un régime qui faisait une certaine unanimité dans le peuple rwandais, et qui avait certes des problèmes, comme tous les régimes, mais qui ne persécutait personne. Mais attends, il y a quelque chose que tu veux pas dire. Il a toujours refusé la réintégration des émigrés Tutsis. Ça, c'est quand même... Mais le pays était dans une démographie écrasante. C'était pas une blague. Le morcellement des terres était maximal. Je te disais, 57% de la population avait moins de 20 ans. C'était une situation sidérante. Donc oui, il a refusé d'accueillir les exilés en masse. Alors ça cache peut-être une haine anti-Tutsi, peut-être, je ne sonde pas les âmes. Mais l'argument démographique n'était pas irrecevable, au contraire. Alors pourquoi le rapport Duclerc nous dit qu'il y avait des lanceurs d'alerte dès 90 ? C'est bien la preuve qu'on s'acheminait vers un génocide, que ça sort pas du chapeau. Et c'est là où le rapport Duclerc a l'air de confondre plusieurs choses. Disons qu'il y a au Rwanda effectivement des ferments révolutionnaires ethnicisants qui remontent à la révolution de 59, de laquelle ce régime est issu. En cas d'attaque, et je dirais même en cas de défaite et de crispation, ces ferments pouvaient se libérer et générer un génocide. Et il y a des gens qui l'ont senti, avec leur flair. Ce sont les fameux lanceurs d'alerte, qui sont des gens certainement intelligents. Bon ben alors ? Laisse-moi finir. Certes, ils l'ont senti, mais ils ne l'ont pas senti en analysant les discours de Juvénal Habyarimana. Ils l'ont senti en prenant la température dans la population, et parmi les cadres administratifs et certains cercles du pouvoir. Effectivement, plus le Front patriotique rwandais gagnait du terrain, plus cette haine génocidaire populaire risquait de s'exprimer. Parce que c'est dans la défaite, dans la panique, dans le sentiment d'injustice, que d'un coup la violence peut se déchaîner. Le général Varey, qui a eu un regard critique intéressant sur cette opération Norrois, fait partie de ces fameux lanceurs d'alerte, et il est souvent cité par le rapport Duclerc ou par Mediapart. Ce même général Varey n'a jamais pensé qu'il fallait donner des excuses. Et il l'a clairement dit. Le général Varey est-il partisan des excuses de la France vis-à-vis du Rwanda ? Non, sur ce plan-là, il est très clair. Il ne comprend pas pourquoi on s'excuserait. Autant il comprend la faute, et il l'admet, autant il pense, mais c'est un homme du passé, que le président n'a pas à demander des excuses. Ça serait, il a ce terme assez choquant, je trouve, déculotté, se déculotter. Excusez-le, messieurs. Il nous vient d'une époque arriérée où on ne s'excusait que pour ses propres crimes. Mais nous avons évolué depuis. Nous avons appris à nous excuser pour ceux des autres. Bon, ok, peut-être que la France n'était pas complice de génocide, mais le rapport dit quand même aucune politique d'encouragement à la lutte contre l'extrémisme hutu et de déracialisation de l'État n'est décidée. Nulle réponse n'est donnée non plus aux demandes de négociation directe du FPR. Donc il y a au moins tort par omission. On aurait pu lutter contre l'extrémisme hutu. Les auteurs de ce rapport sont certainement des gens très intelligents. Au niveau de la restitution des faits, heure par heure, c'est du beau travail. Mais quand j'entends ce genre de phrases, je me dis qu'il y a une déconnexion complète entre leur regard postérieur aux événements et la réalité de l'opération Norrois. Quelle ignorance! La France n'a pas cessé de promouvoir une solution concertée. Et cette solution, les accords d'Arusha, permettait au FPR de disposer de la moitié du gouvernement. C'était une déracialisation totale de l'État. Si ces accords n'ont pas marché, c'est pas parce que la France ne les a pas soutenus. C'est parce qu'ils étaient inacceptables pour tous les Rwandais. Pas pour le gouvernement, mais pour tout le peuple. Je ne comprends même pas comment les auteurs du rapport peuvent ne pas le voir. Et en plus, elle est d'une arrogance incroyable. Ça veut dire quoi ça? La France n'a pas lutté contre l'extrémisme hutu. Mais la France n'est pas souveraine. Le Rwanda est un pays indépendant. Donc ils veulent quoi?
Que la France s'empare des organes de presse, des radios, qu'elle fasse enlever les politiciens racistes et éjecter tous les opposants à Arusha. En fait, ils auraient voulu que la France intervienne dans la politique intérieure des États. Ce qu'ils espèrent secrètement, c'est que la France fasse du néocolonialisme en fait. La vérité est tout autre. La France a promu une solution concertée et a encouragé la déracialisation de l'État et a introduit le multipartisme. Donc cette critique n'a tout simplement pas de sens. Bon attends, je t'arrête. Tu m'as pas dit, la France a fait quoi concrètement pendant l'opération Norrois ? La France a fourni une assistance stratégique militaire, c'est-à-dire qu'on a contribué à repousser l'offensive du FPR pendant les premières années. Donc on a sauvé le régime, on a donné des armes ? Oui, certaines armes, et surtout une quantité très grande de munitions pour les forces armées rwandaises. Ah ouais, quand même. Comme quoi tu fais l'innocent, mais il y a autre chose ? On a Sois honnête, on a fait quoi d'autre ? on a comblé sa balance des paiements, c'est-à-dire qu'on a sauvé l'État de la faillite en 92. Donc on a filé des armes et de la thune à un gouvernement génocidaire. Présenté comme ça, c'est quand même pas super engageant. Présenté comme ça, c'est surtout pas super vrai. Le gouvernement Habyarimana n'est pas le gouvernement qui a fait le génocide. Habyarimana était dictateur jusqu'en avril 92, et il est mort à la veille du génocide. Le gouvernement génocidaire, c'est pas lui. C'est un gouvernement intérimaire, nommé après sa mort. Ce gouvernement est appelé par le directeur de cabinet de la Défense, Théoneste Bagosora. Maintenant, si tu veux savoir qui a fait le génocide, qui a tenu le manche de la machette, eh bien, c'est le peuple. Voilà, il faut le dire, la vérité. C'est le peuple rwandais qui a paniqué, qui a été pris d'une folie collective. La France ne peut pas jouer sur ce paramètre. Qu'elle soit là ou qu'elle n'y soit pas, ça ne changera rien à la haine contre les Tutsis qui est due à l'attaque et à la durée de la guerre. Le génocide, il a été fait en l'absence de la France, et il a été fait avec des machettes, pas avec des munitions françaises des forces armées rwandaises. Cette haine, elle est sortie du peuple. En fait, on peut découper le problème en deux parties. D'abord, la France a-t-elle de la responsabilité directe dans le génocide ? A-t-elle financé le génocide ? Réponse non. Il a été essentiellement fait par des bénévoles enthousiastes qui se finançaient sur le pillage des victimes. A-t-elle aidé le gouvernement du génocide ? Réponse, là encore non, ce gouvernement intérimaire n'est apparu qu'en avril 1994, à une date où la collaboration avec la France est terminée, et la programmation du génocide, si elle existe, n'est pas antérieure à l'attentat du 6 avril, comme l'a démontré par la suite le tribunal pénal international. La France a-t-elle seulement assisté au génocide ? Réponse non plus, puisqu'au moment où le génocide commence, tous les militaires français sont déjà partis depuis décembre 1993. Mais si elle n'était pas présente, peut-être a-t-elle fourni précédemment des armes qui ont servi après coup au génocide ? On dit souvent que oui. Et moi je vais répondre non, mais avec quelques nuances. En fait, la France n'a pas vendu beaucoup d'armes, mais surtout des munitions nombreuses entre 90 et 93. En effet, ces munitions ont pu servir pour le génocide, notamment dans les crimes d'interamway, dans les stades ou dans les camps. Néanmoins, je trouve que cet argument est faible. Et en voici la raison. Les munitions françaises n'ont eu que peu d'effet sur les événements. Le génocide dépendait avant tout de la détermination de ses auteurs à aller jusqu'au bout. L'armement n'était pas un problème. Tous les témoignages sont très clairs sur ce point. Il a été commis, les 3/4 du temps, à la machette. Et quand elle manquait, n'importe quel outil faisait l'affaire. Il ne dépendait pas des stocks de munitions des forces armées rwandaises. Ils s'accommodaient de tout ce qu'ils auraient eu à leur disposition. En outre, jamais la France n'avait destiné ses munitions à un si funeste projet. Conclusion, toute idée de complicité française relève du fantasme. Ce point-là est parfaitement clair. Maintenant, il reste quand même une question. L'opération Norrois était-elle une bonne idée ? Peut-être qu'on aurait mieux fait de ne jamais mettre les pieds ici. C'est ici le véritable sens des fameux lanceurs d'alerte dont parle sans cesse le rapport Duclerc. On aurait dû écouter les lanceurs d'alerte. Partir quand il en était encore temps. Le Rwanda est peut-être trop compliqué pour nous. Sa situation est peut-être trop critique pour qu'on puisse vraiment l'aider. Peut-être que là-bas nous étions de trop. À cette question, il y a des arguments dans un sens et dans l'autre. D'abord, si nous avions vaincu le FPR dès le début, et en une fois, il est probable qu'il n'y aurait jamais eu ni génocide, ni guerre au Congo. Maintenant, on ne va pas aller très loin avec des si. D'un autre côté, il faut bien reconnaître que la France a posé dès le début de mauvais constats et pris de mauvaises décisions. D'abord, Mitterrand croyait qu'il s'agissait d'une attaque ougandaise anglophone contre un pays francophone. Il a mis du temps avant de comprendre qu'il s'agissait en fait d'une guerre civile. Ensuite, la démocratisation a été un échec et les accords d'Arusha ont autant contribué à la paix au Rwanda que la création d'Israël n'a contribué à la paix au Moyen-Orient. Enfin, il est vrai que le génocide n'a pas du tout été anticipé. Les lanceurs d'alerte parlaient dans le vide et leur rapport était certainement noyé sous une pile de paperasse sur le bureau du président,
Il est donc bien possible que la France eût mieux fait de rester chez elle. Mais c'est pas fini. Après l'opération Norrois, il y a eu une deuxième opération, l'opération Turquoise, le 22 juin. Pourquoi la France revient? On lui a dit qu'il y avait un génocide en cours, et donc elle a pour mission de créer une zone humanitaire sûre au sud-ouest. Que dire sur cette opération? Il est clair qu'on y sent une France dépassée par les événements, qui agit au coup sur coup, et qui s'en tire avec un bilan positif sur le plan humain, mais aussi une quantité de questions sur ses agissements. On va souvent faire le procès de cette opération turquoise. Pourquoi est-ce que la France n'a pas sauvé tel village, n'a pas intercepté tel groupe? Pourquoi elle n'a pas lu tel message qui lui donnait des informations sur telle scène macabre qui se jouait dans tel endroit? C'est sûr que c'est facile de critiquer. Personnellement, je pense qu'intervenir avec une force de 2000 soldats dans un pays où sévissent 2 millions de génocidaires, avec des machettes, c'est un peu comme éteindre un incendie avec un pistolet à eau. Donc j'ai pas très envie de donner des leçons à la France dans ce contexte. Le résultat, il est imparfait, il l'aurait été dans tous les cas. On a accusé la France d'avoir exfiltré des criminels grâce à cette zone humanitaire sûre. Est-ce vrai? Contre son gré, oui. De façon anonyme, c'est tout à fait possible. La zone humanitaire est neutre, c'est un espace de sécurité. Elle peut donc être utilisée par tout le monde. Elle fonctionne sur le principe du désarmement. C'est pas un bouclage, c'est pas une bande de Gaza. Tu contrôles pas forcément l'identité de qui rentre et qui sort. Par contre, la France s'est opposée au franchissement de la zone par des officiels connus, comme le président Sindiki Kouboabo par exemple, quand elle a eu connaissance de leur tentative. On dit souvent que 20 000 ou 30 000 vies ont été sauvées grâce à cette zone. Comparé à ce qui se passe en face, c'est pas non plus très très glorieux. Il y a aussi une autre critique qui est donnée, et cette fois je la comprends très bien, il y a quand même un problème de chronologie. La France arrive le 22 juin. Tu te souviens quand je t'ai dit que le génocide a duré 100 jours? La France arrive le 76e jour. C'est tard. C'est beaucoup trop tard pour avoir un véritable impact sur les événements. La maîtrise du temps a été mauvaise. Cette critique, elle concerne en fait la totalité de la communauté internationale et la France en particulier qui est chargée d'intervenir en juin. Malgré les vies de Tutsis sauvées, en fait la France, elle apparaît affaiblie par cette expérience. Le passé de la France, le fait qu'elle ait combattu le Front patriotique rwandais entre 90 et 93 et que maintenant ce FPR soit devenu la seule force à même de mettre fin à cette horreur, tout cela, ça la discrédite. Voilà, c'est normal. On a l'impression que la France a été maladroite, qu'elle ne savait pas bien où elle allait, qu'elle n'a jamais su choisir son camp entre les forces armées rwandaises et le FPR. Alors ce discrédit, il est compréhensible, et il va permettre aux États-Unis de dégager la France de son influence dans l'Afrique centrale. En guise d'épilogue, je voudrais quand même vous dire pourquoi cette petite vidéo me paraissait importante et pourquoi je l'ai glissée dans ma série sur le Rwanda. En préparant tout ce travail sur le Rwanda, j'avais voulu regarder un certain nombre de reportages et je me suis aperçu d'un problème auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que la plupart des reportages que j'ai trouvés sur YouTube ne parlent pas du génocide. Ils disent qu'ils vont parler du génocide, mais en réalité, ils parlent de la France. Ça m'a un peu ennuyé parce que, voilà, je cliquais sur une vidéo, je partais m'instruire pour 3 quarts d'heure sur le Rwanda, et puis je me retrouvais avec 45 minutes de crachat sur l'armée française, et puis la France par-ci, la France par-là, et la minute passe, et puis le spectateur sort de ça à la fin, avec dans la tête aucune information concrète sur le Rwanda, mais il en garde finalement qu'une impression tenace, que c'est la France qui est la cause de toute cette merde. Pour parler vulgairement. Évidemment, c'est un peu exaspérant quand on comprend la complexité du problème. Et je me suis demandé pourquoi Arte, France 24, Mediapart, pourquoi ils agissaient ainsi. Quand on prétend décrire quelque chose d'aussi complexe que le génocide rwandais, n'était-il pas plus simple de s'en tenir au sujet et de pas trop s'éparpiller en parlant de la France? Et la réponse à cette question, je la connais. Et vous la connaissez aussi. Rassurez-moi, vous avez deviné. C'était quand même très difficile de résister. Comment résister à une flopée d'articles de presse dans lesquels les mots France et génocide allaient être mis côte à côte dans le même titre? L'armée française complice de génocide. Sans déconner,
Ils n'avaient pas connu ça depuis Vichy. C'est Noël pour eux. Mediapart a mis dans cette histoire le meilleur de sa fourberie légendaire. Si je parle de fourberie, c'est parce que l'argumentaire de Mediapart et consorts repose surtout sur des allusions déplacées. Cela leur est très facile puisque le fait est là, la France a été effectivement l'allié du Rwanda jusqu'en 1993, elle a effectivement fourni des munitions à l'armée et a effectivement fait de multiples erreurs. Là-dessus, rien à dire. Donc, pour la discréditer, il suffisait d'aller chercher les documents produits dans le cadre de cette alliance et de les présenter comme des preuves de complicité. Ils invitent tout un fatras de pseudo-historiens très sérieux qui ne disent jamais la France est complice ». Ce serait trop direct. Non, mais qui disent il faudrait étudier la question de la complicité. Un petit groupe de personnes autour du président Mitterrand semble avoir fait taire les voix discordantes. Phrase géniale, parce que le principe même d'un président élu chef des armées, c'est qu'il tranche in fine les décisions sur ce genre de matière. Oui, Mitterrand a décidé d'aider Habyarimana. Il avait des raisons pour le faire. Toutes les phrases sont formulées de façon à faire suspecter des intentions coupables chez Mitterrand. Des armes auraient été livrées par tel agent entre telle date et telle date, dans la plus grande discrétion. Tel lanceur d'alerte n'aurait pas été écouté, telle plainte aurait été étouffée dans l'œuf, sans qu'on connaisse les raisons secrètes qui motiveraient l'Élysée. Pourquoi ce rapport paraissait-il si gênant? Qui chercherait-on à protéger? Pourquoi nos questions suscitent un tel malaise chez les membres du gouvernement interrogés? Etc., etc. Avec une bonne maîtrise du conditionnel, vous arriverez à accuser la France de génocide, alors même que pas un seul Français n'a porté une seule machette dans toute cette histoire, et plus encore, la France n'était même pas sur place. C'est dire à quel point tout n'est qu'une histoire de formulation. Parmi les arguments fréquemment employés, il se trouve diverses rumeurs qui voudraient que la France, pendant l'évacuation de ses ressortissants, en avril, aurait laissé des citoyens rwandais mourir pour ne sauver que des Français. Une autre rumeur prétend qu'elle aurait récupéré la boîte noire de l'avion présidentiel de Habyarimana, ce qui est un moyen de sous-entendre qu'elle était mêlée à l'attentat. Le problème avec ces arguments, c'est que là encore, ils ne démontrent rien. Dans le premier cas, une opération d'évacuation se heurte toujours à ce type de critique, surtout si le contexte est dramatique. Au Rwanda, un soldat français est muni d'un mandat, pas d'un palmarès d'actes héroïques dans lesquels il jouerait non seulement sa vie, mais celle de ses subalternes, et aussi celle de ses compatriotes. Concernant cette fameuse histoire de boîte noire, là encore cette affaire ne démontre rien. La France s'est rendue immédiatement sur les lieux après l'attentat, c'est vrai, c'est tout à fait normal puisque 3 Français y avaient perdu la vie. Jamais elle n'a prétendu détenir une telle boîte noire, et selon ce qu'a dit le constructeur d'assaut devant le juge Bruguière, l'avion spécial n'en possédait pas. Mais surtout, l'examen d'une boîte noire ne donnerait pas d'informations sur l'identité du tireur. Les Français à bord ne sont évidemment pas au courant des circonstances de ce qui va les tuer, et leur conversation ne nous aurait rien appris. Cette histoire est même assez drôle. On veut trouver un enregistrement compromettant pour prouver un complot, et on va le chercher dans le seul endroit où personne n'est au courant du complot, c'est-à-dire dans l'avion qui contient ses victimes. En prime, tout cela est assaisonné avec 2 ou 3 plaintes pour viol non instruites, invérifiables et évidemment sous prescription. Cela permet d'achever le salissement de l'armée dans la presse tout en s'évitant des procès coûteux. Il me paraît important de nous arrêter quelques secondes sur ce point. Un long reportage sur ces fameuses plaintes vous donnera l'impression que l'armée française est immorale et criminelle et qu'elle profite d'être à l'étranger pour faire fi des lois. Et je comprends tout à fait que votre sensibilité soit atteinte, mais de grâce, ne vous laissez pas avoir par ce genre de manipulation. La réalité est bien différente de ces apparences. Les codes éthiques de l'armée française sont largement au-dessus de toutes les milices que vous pourriez trouver sur place. Les civils rwandais n'ont jamais eu peur des Français. Ils les ont parfois trouvés lents, inefficaces, voire à côté de la plaque, mais ils ne représentaient absolument pas une menace. De plus, ce que Mediapart n'explique pas, c'est que chez les milices rwandaises et ses alliés qui opèrent entre 90 et aujourd'hui au Rwanda et surtout au Kivu voisin, les plaintes pour séquestration et pour viol d'une extrême cruauté, impliquant des pénétrations à la machette notamment, ne sont pas au nombre de 2 ou 3. Elles se comptent par centaines de milliers. Et ces milices, figurez-vous, sont pour la plupart soutenues par Paul Kagame, par celui qu'on nous présente comme le gentil, que la France a osé combattre. Vous voyez qu'il ne faut pas être trop manichéen sur ce type de questions. Et c'est quoi finalement le résultat à la fin de tous ces reportages, ces petites allusions? Pour le savoir, tout ce que j'ai eu à faire, c'est descendre. Tu descends sous la vidéo et tu peux immédiatement mesurer le drame. Tu vois tout un tas d'internautes, de bonne foi, qui tombent dans le panneau. Et alors eux, par contre,
Ils ont très bien compris ce qu'il fallait comprendre. Avec eux, tous les conditionnels sont devenus des présents indicatifs, tous les soupçons sont devenus des vérités établies, tous les procès en cours sont terminés en avance, et toutes les nuances que tu pourrais émettre sont devenues du négationnisme. Oh là là, ça m'écoeure de la part de la France. On a des génocidaires à la tête de notre armée. J'ai honte d'être français. Ça me donne envie de vomir quand je vois mon drapeau. Voilà. Et tu peux continuer à scroller pendant 10 minutes. Tu trouves ça à perte de vue. Voilà le résultat. Donc on est passé d'une intervention où la France voulait aider gentiment un gouvernement attaqué, et à la fin on obtient la France a été gouvernée par des génocidaires. Mais vous savez quoi ? Ça c'est pas du Mediapart. C'est du grand Mediapart. Ils ont dû faire usage d'un savoir-faire exceptionnel. Bon, nous on est sur l'étoffe d'un chef, donc on ne va pas se prêter à ce genre de simagrée. Vous avez le droit de commenter, de dire ce que vous pensez. Au moins vous avez mon avis sur la question. Et je vais conclure cet épisode. La France a eu une politique critiquable. On peut ne pas être d'accord avec les choix de Mitterrand, on peut le trouver lent à saisir la marche des événements, on peut le trouver naïf ou idéologue, c'est vrai, mais les causes profondes du génocide ne résident pas dans son intervention. Les machettes n'étaient pas made in France. Les houes et les pioches qui ont servi au génocide n'avaient pas été achetées à Jardiland. L'armée française s'en est tirée, sans gloire, c'est vrai, mais sans déshonneur. Il est hors de question que notre pays présente des excuses. En revanche, parce que je ne l'ai pas dit, mais je vais quand même le préciser, ce que ne vous dira jamais Mediapart, c'est que la véritable responsabilité de la France, elle n'est pas là. Sa véritable responsabilité, c'est le discours de la Baule. C'est drôle car c'est le seul point qui rendrait les conclusions médiapartiennes presque justes. Dommage que ce soit aussi celui qu'ils aient perpétuellement occulté. En fait, la France a fait un chantage à la démocratie. Peut-être qu'elle l'a fait sans s'en rendre compte, je ne doute pas des bonnes intentions de Mitterrand. La France a affaibli la dictature et a permis à la haine sourde et profonde du peuple de s'exprimer par des partis autorisés. La dictature Habyarimana était alors le seul nœud de pouvoir hutu qui pouvait encore tempérer à peu près les extrémistes. Garder la confiance des Tutsis, qu'il avait toléré pendant 17 ans, et en même temps garder l'unité du pays face à une attaque extérieure. Sa stabilité et sa force pouvaient dissuader encore les massacres. La transformation de la dictature en un régime multipartite en avril 92 a coïncidé avec une surenchère verbale, électorale, un recrutement effréné, et cette surenchère a accéléré la haine et la discrimination des Tutsis. Sur le rôle de la France au Rwanda, et le rôle de la France, il était celui inspiré par François Mitterrand. Je suis aveuglé par le fait que la gauche ne se soit jamais posé la question du fait que quand François Mitterrand prend le pouvoir, pendant 14 ans, la politique africaine de la France ne change pas, alors que, soi-disant, on était censé mettre fin à la France-Afrique. C'est vrai que... Comme nous, Glucksmann est sidéré par ce qui s'est passé. Il n'arrive pas à trouver d'autre explication que la traîtrise. Mitterrand serait un traître à sa famille politique. Il parle ici comme ses disciples tellement purs qu'ils ont surclassé en vertu leurs aînés. En fait, dans l'Élysée, aucune trahison n'a eu lieu, simplement une adaptation de l'évangile démocratique à la géopolitique contemporaine. Mitterrand, Bush, Sarkozy, Obama, toutes ces personnes partagent comme lui la même vision évangélique de la démocratie en Afrique. Ce genre d'erreur est assez commune depuis la fin de la guerre froide. Nous avons oublié la pensée de Pascal, ce qui est vérité en deçà des Pyrénées est mensonge au-delà. Il ne s'agit pas dans cette vidéo de mépriser toute idée de démocratie, simplement de ne pas en faire le fondement d'une politique étrangère. Même le rapport Duclerc n'ose pas parler de ces erreurs. Elles ne sont que rarement relevées, elles demeurent dans l'arrière-plan des consciences politiques. Pour autant, elles sont parfois dites à demi-mot, dans les déceptions que peuvent ressentir une certaine jeunesse idéaliste une fois qu'elle se sent trahie. Et lorsque les années passent, et que notre erreur devient évidente, nous préférons encore être accusés de génocide plutôt que de reconnaître que nos idéaux ne sont pas universels.